Merci d'être là. Je crois que vous avez passé un moment très intéressant avec une personne qui s'appelle Madame Claire Thérèse, que certains connaissent déjà puisqu'elle est venue l'année dernière. Mais là, elle va vous parler d'un sujet qui ne vous touche absolument pas aujourd'hui, puisque vous êtes tous jeunes, mais peut-être qu'il touche des gens de votre famille, des voisins, des gens que vous connaissez, et elle va nous parler de la vieillesse avec tout son cœur, je crois. Après ce que vient de dire madame, je ne sais pas, il va falloir que je soutienne une réputation et ça me terrifie. J'ai l'impression d'être un taureau qui rentre dans l'arène et quand je vous vois aussi nombreux, ça me fait plaisir parce que, bien entendu, on va pouvoir échanger. La vieillesse est un sujet qui ne vous intéresse sûrement pas beaucoup parce que vous êtes tous jeunes et beaux et vous êtes dans la perspective d'avenir. Et vous pensez que la vieillesse, c'est plutôt une perspective du passé. J'ai 88 ans et bien entendu, j'ai un très très long passé derrière moi. J'ai connu les 3/4 du XXe siècle puisque je suis né en 1927. Donc j'ai connu tous les grands événements historiques du XXe siècle. Et puis j'aborde depuis 15 ans le XXIe siècle. Et j'ai beaucoup de réflexions sur la vieillesse parce que aujourd'hui les gens vivent vieux, surtout les femmes, elles vivent jusqu'à 84 ans et quelques mois en moyenne sociologique et les hommes ne vivent que 77 ans. Messieurs, je suis désolé, la vie est bonne à prendre, mais aujourd'hui je vous dirais que la vieillesse c'est une période longue. Il y a 37 ans que je suis en retraite, donc je vais atteindre dans 3 ans la quantité de temps. Le temps de travail professionnel va rejoindre mon temps de retraite. Alors ne pensez pas que la retraite est un moment triste, c'est un très beau moment de la vie, c'est un moment de liberté. Je pense qu'on est très désinhibé, on se fout complètement de l'opinion de la société, on fait un peu ce qu'on aime faire, ce qu'on veut faire. La retraite n'est pas, ne pensez pas que la retraite est un moment de loisir, parce que pour la société aujourd'hui, il y a, vous êtes dans la vie encore scolaire, mais bientôt vous rentrerez dans la vie professionnelle, et puis en retraite, on est dans la vie de loisir. Je vous ai apporté, je m'excuse, j'en ai qu'un exemplaire, vous le passerez, la semaine bleue, qui est du 12 au 18 octobre dans toute l'Europe, hein, c'est une fête européenne, c'est pour fêter les vieux, et qu'est-ce que je vois, ça me rend furieuse, on voit là des gens qui jouent aux cartes, on voit un couple qui danse, et là je sais pas trop ce qu'elles font, du dessin peut-être, et encore c'est le meilleur des 3 images. Ne pensez pas que la vie des vieux c'est une vie de loisir, la vie des vieux et des vieilles c'est une vie de travail. Je n'ai jamais autant travaillé que maintenant, parce que je suis dans la vie, ce qu'on appelle la vie citoyenne. C'est quoi la vie citoyenne? C'est tout simplement savoir qu'on appartient à un pays, une planète. Aujourd'hui, il faut étendre sa sensation du territoire à la planète parce que c'est une planète que l'on détruit. Et je pense que ça, c'est un très gros enjeu politique pour les 100 ans à venir. Et il faut tous y travailler, qu'on soit jeune ou qu'on soit vieux. Comment est-ce que les vieux peuvent avoir une vieillesse citoyenne, c'est-à-dire se garder en bonne santé? Parce que on vous coûte très très cher, les gens dépendants, vous allez entendre ce terme. Les gens dépendants, c'est quoi? C'est des vieux qui sont un peu comme ça. Et nous, on est avec une bande de copains, on a résolu d'être des gens plutôt comme ça. Oui, bien sûr, on a des maux, oui, bien sûr, on est diabétique, oui, bien sûr, on a des douleurs. Mais on essaye de ne pas y penser pour appartenir à la vie associative, qui est encore une très grande forme politique. Vous avez les partis, vous avez les syndicats. Mais la vie associative est une vie de groupe, de collectif, où on règle des problèmes, où on offre, on propose des choses à la société. Et c'est dans la vie associative que moi personnellement, mais avec beaucoup de mes copains et copines, nous appartenons tous. La mairie d'ailleurs à ce titre, le 13 octobre, va inaugurer un conseil des aînés
On avait pensé d'abord au mot conseil des sages, mais j'espère ne pas être trop sage, parce que la vieillesse, c'est l'âge où on peut être fou, sans encourir le regard de la société, le regard réprobateur de la société. Vous, si vous faites des bêtises, bien sûr, la société vous montre du doigt, mais nous, quand on fait des conneries, oui, on est vieux, on est excusable, et on en profite largement. La vieillesse, c'est l'âge où on peut être fou. Quoi vous dire encore? Quand je dis qu'on a toutes les libertés, c'est vrai. Il y a des choses qu'on n'osait pas faire quand on était jeune, parce qu'on est enserré dans une société. Faut faire des choses, faut pas en faire d'autres. Mais nous, ma foi, oui, on s'en fiche. On peut dire des grosses bêtises. On peut même y croire. On peut même en faire. Et je me souviens quand j'avais des enfants qui avaient votre âge, qui bien entendu avaient la vie de tous les adolescents et jeunes gens, je leur disais toujours, j'étais seul pour les élever, il y en avait 4, et je me souviens toujours que je leur disais, mes enfants, on est pauvres, ne faites que des conneries raisonnables. Et ma foi, ils ont été assez gentils pour ne faire que des conneries raisonnables, ce qui fait que 50 ans après, parce que maintenant j'ai de très vieux enfants, j'ai des enfants de 65 et 66 ans, donc on rit de ce temps-là, mais on a gardé un excellent rapport. Rappelez-vous que la liberté est le plus désirable des biens. Apprenez à dire non, restez des rebelles, soyez des rebelles, et vivez toujours en collectif. Je crois que c'est la meilleure chose que je puisse vous dire. Je ne vais pas parler très longtemps, parce que ce que je voudrais, c'est que vous posiez beaucoup de questions sur la vieillesse, parce que pour vous, comment voyez-vous la vieillesse? Beaucoup d'entre vous ont laissé les grands-mères au bled, et vous êtes souvent une génération sans grand-mère, ce qui est assez triste, parce que les grands-mères, c'est celles qui transmettent, et qui transmettent surtout pas le numérique, parce que nous, le numérique, on n'est pas très fort. Moi, je suis pas très forte en numérique, mais qui vous transmettent des valeurs qui sont les plus précieuses, c'est-à-dire celles qui ne sont pas cotées en bourse. Nous ne sommes plus dans l'argent, nous avons pour la plupart, et surtout pour les femmes, de très petites retraites, parce que nous, on a élevé les enfants, on avait encore beaucoup d'enfants. Jeunes femmes aujourd'hui, vous avez la contraception, et jeunes hommes aussi, vous avez la contraception, vous ne savez pas le bonheur que vous avez. Nous, les vieilles et les très vieilles, on n'avait pas la contraception qui n'a commencé qu'en 1967 grâce à Monsieur Neuwirth, la contraception existait depuis bien avant, mais la loi permettant la contraception a été promulguée en 1967. Donc nous avons connu une vie de jeune femme sans contraception. C'est pas vraiment drôle, je vous prie de croire. Et vous, les jeunes femmes, on vous a gagné ça. Et là, je m'en réjouis. Vous voyez, j'ai milité déjà à l'époque. Et je me réjouis que vous puissiez être libre de vivre une sexualité heureuse. Tout au moins, je le souhaite. Et je l'espère. Donc, quoi vous dire sur, justement, le corps et les vieux. Le corps, vous pensez qu'on est des vieux corps, qu'on est devenu moche. C'est un peu vrai. Qu'on sent mauvais, c'est pas vrai. Enfin, c'est pas toujours vrai, c'est vrai quelquefois, et que le corps n'a plus que des fonctions, n'a plus de fonction reproductrice, ça c'est vrai et tant mieux, mais le corps vit aussi une sexualité. Il faut penser que vous, la sexualité qui vous occupe tellement, les vieux, ça nous occupe peut-être un peu moins, mais nous cherchons à rester des êtres de désir, parce que tant qu'on est des êtres de désir, on est des vivants et des vivantes. Donc ne pensez pas que vos grands-parents et arrière-grands-parents soient des gens qui êtes sans désir, qui sommes sans désir. Non, c'est pas vrai. Il y a encore des liaisons amoureuses, il y a encore des liaisons sexuelles, il y a encore toute une vie du corps. Et je vois quelquefois la stupéfaction chez les gens jeunes, ou l'horreur, quoi, ces vieux corps, ils sont moches comme tout. C'est là où vous commencez à vous rendre compte que vous avez des idées reçues. Il faut faire la chasse aux idées reçues. Il faut toujours renouveler ces idées, autant que possible en collectif, parce qu'il y a toujours beaucoup plus d'idées dans 20 têtes, 30 têtes, 100 têtes que dans une. Et la vieillesse, je ne saurais vous dire et le répéter, la vieillesse, c'est pas une maladie. C'est un moment très chouette, et je commence à radoter, à vous dire que c'est un moment qui dure très longtemps. Ce qui nous fait citoyens, c'est se garder en bonne santé, parce qu'on va vous coûter très cher quand vous allez travailler. On vous coûte à l'heure actuelle très cher pour les gens qui travaillent.
Les retraites coûtent très très cher. Si vous avez l'occasion de lire un bouquin d'un homme qui s'appelle Jérôme Pélissier, qui a écrit La guerre des âges, où justement il écrit que les jeunes générations voient d'un mauvais œil cette vieillesse énorme, décidément, cette vieillesse énorme. Nous sommes 17 millions de vieux, le quart de la France, et c'est vrai pour tous les pays industriels, le quart de la France a plus de 60 ans, et en 2050, le tiers de la France, un Français sur 3, aura plus de 60 ans. Et vous, la jeune génération, vous êtes censés travailler, et avec ce qu'on appelle la retraite par répartition, c'est vous, sur votre salaire, qui donneront une quote-part pour payer la retraite des vieux. Mais qu'il y aura 22 ou 23 millions, nous sommes 17 millions de vieux en ce moment, de plus de 60 ans, mais dans 30 ans, vous serez encore dans la zone de travail. Un tiers de la France, c'est-à-dire environ 22 à 23 millions, aura plus de 60 ans, et vous verserez une part de vos salaires pour payer la retraite des vieux. Donc il y a en ce moment un œil déjà un peu critique sur la vieillesse. Donc nous les vieux, nous avons le devoir de nous maintenir en bonne santé. Parce que les vieux en bonne santé, ça ne coûte pas très cher. Des vieux en mauvaise santé, ça coûte très très cher. Alors nous avons aussi des dangers qui nous guettent, les dangers de la silver economy. La silver economy, on veut nous vendre tout et n'importe quoi. Tous les jours, je suis importuné au téléphone ou même sur mon ordinateur pour des gens qui veulent me vendre tout et n'importe quoi, dont je n'ai pas besoin, dont je n'ai pas les moyens d'acheter quelque chose, mais nous représentons un marché, nous ne sommes plus les vieux, des hommes et des femmes, mais nous sommes devenus un marché. Et un marché, c'est un mot du monde capitaliste. On veut nous vendre beaucoup de choses, y compris du numérique. Alors le numérique crée aussi entre vous et la vieille génération un peu un divorce, parce que vous êtes passé maître tout jeune dans les techniques du numérique. Nous les vieux, oui, je sais tirer des mails, oui, je sais répondre, oui, je sais traîner un peu sur la toile quand j'ai envie de savoir quelque chose, mais je suis pas très fortiche. Je suis pas très fortiche en numérique. D'ailleurs, ça serait très très bien s'il y avait des jeunes qui de temps en temps pouvaient... moi, je vous dirais ce que je sais de la vie, et vous pourriez m'apprendre aussi des techniques du numérique dans lesquelles je suis vraiment nul. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin. Ce que je pourrais vous transmettre, c'est l'art d'aimer, finalement, parce que l'amour dont on parle tout le temps a de multiples visages. Dans la vieillesse, nous sommes encore... Je tiens à ce que nous restions des êtres de désir. Je disais, là j'ai été reçu très gentiment par vos professeurs tout à l'heure, et je leur disais que les vieilles, il y a aussi la nourriture qui est un secteur de plaisir très très important, et les vieux, ils ont plus de dents, bien sûr, ils n'ont pas beaucoup de sous, mais on sait encore faire des bons plats pas chers, et on est encore très très gourmand, et le plaisir de manger un pot de yaourt ou de crème, et on retire le couvercle et puis on lèche la petite goutte de crème qu'il y a. Et ça me fait rire à chaque fois, parce que c'est pas très élégant, on fait pas ça dans le monde, mais c'est encore une source de plaisir. Voyez-vous, il y a encore des plaisirs, se parfumer après le bain ou la douche. Oui, les vieux, bien entendu, il arrive des accidents, donc ils sentent un peu le pipi et le reste, mais ça, il faut oublier. Il faut absolument... Alors nous avons le devoir, si nous sommes des êtres de désir, nous avons le devoir de nous tenir propres, sympas, instruits, parce que nous avons eu pour beaucoup d'entre nous une conscience politique. Y a-t-il une autre conscience que politique? Je ne crois pas beaucoup à la conscience morale. C'est le groupe qui tient un peu une certaine moralité, un certain code, mais dès que vous êtes tout seul, la morale, vous vous en foutez complètement, et vous avez raison. Par contre, ce qui est très très important, c'est de garder une conscience de ce qui vous entoure, savoir décrypter un texte, une image. C'est pour ça que tout à l'heure je vous ai dit, les vieux ils sont pas dans le loisir, ils passent pas 37 ans de retraite, je vais pas danser pendant 37 ans, d'ailleurs j'ai les articulations qui me font un peu mal, je ne vais pas jouer à la belote et au Scrabble toute la journée. Alors dessiner, oui, ça les arts, vous qui vous préparez beaucoup au métier d'art, rappelez-vous que dans les ateliers vous trouvez aussi des très vieilles gens qui ils font les croûtes, c'est peut-être pas magnifique, mais ils
ils continuent à exercer un art qui effectivement les grandit. Restez curieux de la vie, curieux de... Soyez avides de savoir et de connaissances, mais soyez avides du lien social. C'est en définitive, au soir d'une vie, ce qui est le plus important entre vous. En ce moment, vous voyez un monde en guerre, un monde de haine, un monde de concurrence, avec la concurrence, l'économie de concurrence du même nom, concurrence que vous apprenez dès la maternelle, dès la primaire. Méfiez-vous de ça. N'ayez pas entre vous un rapport de concurrence, mais un rapport de solidarité. Ça, la solidarité est une deuxième image de la citoyenneté. La citoyenneté, c'est se rapporter à une loi. Vous savez qu'on vit en démocratie, que nous avons des gens qui votent des lois, participer à l'élaboration de changements de société. Soyez les rebelles, apprenez, et vous aussi les filles, à pas toujours dire oui, parce qu'après il y a des conséquences absolument terribles. Vous savez que j'ai la maison des femmes qui existe rue de l'église à Montreuil, a été avec des copines, on a monté ça il y a 25 ans, et après on a monté une maison de Baba Yaga, parce que nous ne voulons pas mourir idiotes, nous ne voulons pas vieillir sous la coupe du monde médical, oui, du monde médical et du monde entier qui veut absolument... on est content quand quelqu'un vous tient la main pour descendre un escalier un peu difficile, mais ne soyez pas avec un œil de compassion. La compassion, c'est les gens qui sont là autour de vous, qui vous veulent du bien, mais finalement, j'ai toujours envie de leur dire, foutez-moi la paix. Je leur dis pas parce que quelquefois, bien entendu, il y a des manques au niveau de la locomotion, au niveau de plein de choses, de la vision. Pendant le débat tout à l'heure, vous articulerez bien parce que je suis un peu sourde. Je suis appareillée, 2700 € la paire d'oreilles. Faut quand même pas oublier le prix que ça coûte. Beaucoup de gens ne peuvent pas s'appareiller parce que c'est trop cher. Et la sécurité sociale ne rembourse pas beaucoup. Donc, soyez en même temps... ne soyez pas dans la compassion, soyez quand même attentifs aux vieux qui entendent moins bien, qui voient moins bien, qui marchent moins vite, mais qui sont encore, qui s'efforcent de rester des êtres de désir. Rappelez-vous de ça, soyez toujours des êtres de désir. C'est ce qui mène la vie, et si vous en parlez collectivement, c'est ce qui mène la vie envers son changement. La maison des Baba Yaga a été voulue par un groupe de féministes. Il y a des féministes, j'espère parmi vous, des femmes qui remettent en question l'ordre patriarcal. Vous sentez le mot père dans le mot patriarcal. Les filles féministes vivez indépendantes. Je crois que l'année dernière, quand je suis venue, j'ai dit aux filles, il y a peut-être des filles et des garçons qui étaient là l'année dernière, et je leur ai dit, vous inscrivez dans votre tête et marqué en lettres rouges indépendance et indépendante économiquement. Restez indépendante économiquement. Ne soyez jamais la proie du patriarcat. Il y a un jeune patriarcat, je suis même étonnée, il y a beaucoup de garçons là aujourd'hui, tant mieux. Et je dis aux filles, restez indépendantes économiquement, oui, parce que tout le monde rêve du prince charmant. Les gamines ici, vous êtes des gamines pour moi, vous êtes des jeunes femmes, vous rêvez du prince charmant, et rappelez-vous toute votre vie que le prince, qui n'est ni prince ni charmant, vous avez tout le temps d'y penser, vous passez vos diplômes, vous gagnez votre vie, et c'est bien pour tout le monde, mais pour les filles encore plus. Restez indépendantes, restez libres. Donc voilà mon message. Quoi vous dire encore? Aujourd'hui, vous avez les moyens de faire peu d'enfants. Le premier enfant, il y a toujours l'éblouissement du premier enfant. Il y a toujours l'utopie du deuxième enfant. Le troisième, attention, nous sommes déjà 7,5 milliards sur la Terre. 7,5 milliards dans une planète que l'on détruit, et en moins de 30 ans, nous allons être 9,5 milliards dans une planète qui sera quasiment détruite à l'époque. Alors attention, parce que nous avons encore en France 2,1, c'est presque un peu beaucoup. L'Allemagne a compris le truc, c'est pour ça qu'ils peuvent accueillir 800 000 immigrés. L'Allemagne n'a que 1,35 de moyenne démographique. Soyez très attentifs à la moyenne démographique. Pour l'instant, ça vous rase un peu ce que je vous dis, mais c'est très très important.
Et vous limitez vos naissances, ça c'est très très important. 2 enfants, surtout quand vous travaillerez toute la journée, en rentrant le soir, il y aura la 2e journée. J'espère qu'à ce moment-là, vos compagnons vous aideront. On a commencé à ouvrir la brèche, nous les vieilles féministes, qui militons depuis 45 ans, 50 ans. Fréquentez les bons endroits, lisez les bons livres, mais restez surtout indépendantes, les filles. Et maintenant, je vous dis, vous avez beaucoup de moyens de rester indépendantes. Mon message, on va s'arrêter là parce que au cours, alors le débat, vous articulez bien. On ne se censure pas. Tout ce dont vous avez envie de parler, on parle, même si c'est provocateur, même si c'est un peu incongru, même si vous pensez dire une bêtise, vous dites. Ce qui sort, c'est toujours mieux. Voilà, alors vous posez les questions parce que j'ai dû oublier plein de choses, sûrement. Voilà. Ok. Des questions parmi vos professeurs? Alors, qui c'est qui commence la première question? Juste parce que je pense qu'on est beaucoup à pas trop connaître. Qu'est-ce que c'est ce principe de maison de retraite seulement pour des femmes? Ah oui. Tu as créé la maison des Baba Yaga, tu n'as pas bien dit, c'est une maison de retraite seulement pour des femmes. Comment voilà. Ça fonctionne et c'est quoi le principe? Alors le principe, c'est que les femmes, elles ont déjà 27% de moins de salaire, toujours en moyenne sociologique, que les hommes. Parce que c'est des femmes. On ne sait pas pourquoi, mais c'est des femmes. Et là, je vous dirais, le destin les poursuit. Comme elles ont des enfants, souvent, on s'arrête un peu. On a droit, je crois, à 14 semaines d'arrêt classique. Mais il y a des femmes, quand elles ont le 3e enfant, elles s'arrêtent quelquefois plusieurs années. Et ces années-là, elles ne cotisent pas pour la sécurité sociale. C'est absolument prosaïque ce que je vous dis. Mais ça se retrouve dans la retraite. Les femmes ont 40% de moins que les hommes de retraite. Les femmes, ça doit être 800 et quelques euros par mois. Et les hommes, c'est quand même 1500 euros par mois. Parce que c'est comme ça, parce que les hommes, ils n'ont pas élevé les enfants, ils n'ont pas donné du temps pour les enfants, ils ont des meilleurs salaires, les bons boulots c'est pour eux, vous aurez souvent des boulots plus médiocres. Donc quand arrive le vieillage, les femmes souvent deviennent seules parce que les maris meurent ou on divorce. Il y a un divorce sur 2 mariages, enfin une séparation de couple, où elles ont vécu. Alors là aussi, faites attention, on ne se marie pas, je pense que c'est bien, mais vous n'aurez pas le droit à la reversion de la retraite du mari. Je vous parle de choses qui vous passent par-dessus la tête. Mais vous verrez, en vieillissant, vous commencerez à y penser. Aujourd'hui, moi je retrouve avec des vieilles femmes qui sont en dessous du seuil de pauvreté et qui sont seules. Les enfants souvent, bah oui, ils ont leurs soucis, eux-mêmes sont au chômage, eux-mêmes n'ont pas beaucoup de fric, donc pour aider la vieille mère ou le vieux père ou les deux, il n'y a pas beaucoup d'argent. Donc j'ai pensé, en bonne féministe que je suis, que ces femmes qui payent leurs enfants, ce qui est un scandale, les femmes sont discriminées à travers la maternité alors que la société a quand même besoin d'une continuité. Ces femmes-là sont d'une extrême pauvreté. Donc pour que les femmes vivent et vieillissent d'une manière décente, on a voulu une maison autogérée. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir du personnel médical, du personnel hôtelier, ce qu'on trouve dans toutes les maisons, si vous avez des grands-mères dans les maisons de retraite, vous voyez qu'il y a du personnel hôtelier il y a du personnel médical pour les toilettes, aider à s'habiller, du personnel ménager pour faire le ménage, etc., etc. Dans des maisons de retraite qui souvent sont hors de prix, on ne trouve rien dans la région parisienne à moins de 2000 euros par mois, alors que les retraites sont de 800 euros, donc les vieilles, elles vivent dans des conditions effroyables. Donc on a voulu, avec des copines, on a voulu une maison autogérée, citoyenne, solidaire, féministe, laïque, très important, une des plus belles lois que nous ayons en France. Tout le monde peut vivre en bonne intelligence avec la religion qui lui plaît, ou pas la religion, parce que dans la laïcité, on ne compte jamais les libres penseurs, on ne compte jamais les gens complètement laïcs. Mais cette loi de la laïcité est vraiment, je pense, avec la loi de 1901 sur les associations, je pense que c'est une des plus belles lois que nous ayons. Donc pourquoi des femmes? On a privilégié les femmes à cause de la pauvreté dont elles sont les victimes.
Et puis, il y a d'abord beaucoup moins... les hommes meurent à partir de 75 ans. Il y a donc beaucoup moins d'hommes. Très souvent, ils ont encore une vieille épouse qui les soigne, ou ils retrouvent une jeune femme qui est beaucoup plus jeune qu'eux, parce que quand on a 70 ans, souvent on louche sur des femmes qui ont 40 ans, 30 ans de moins qu'eux, qui effectivement hériteront. Donc les hommes sont moins sujets à cette vieillesse si terrible des vieilles femmes pauvres. Donc c'est pour ça que nous avons voulu une maison des vieilles Baba Yaga qui est autogérée. En ce moment, nous sommes en train de monter une université du savoir des vieux, parce que les vieux ont un certain savoir, et les jeunes, effectivement, avec le numérique, il y a vraiment une fracture. D'ailleurs, on parle de la fracture numérique. Mais les vieux, on est encore dans les vieilles lunes, on est encore dans l'humanisme, on a encore, surtout en vieillissant, on regarde les autres souvent d'un regard compatissant, pas toujours, il y a des vieilles garces qui sont mauvaises comme des teignes, mais on essaye d'être compatissant, d'être resté agréable, pouvoir être dans le dialogue, pouvoir encore se dire des choses. Et c'est pour ça qu'on a voulu que les femmes, avec ça, comme on est dans l'autogestion, on entretient la maison, enfin on est censé entretenir la maison, parce qu'il y aurait beaucoup à dire sur l'autogestion. Mais ça nous... Et puis les féministes, on a eu l'habitude de casser avec le patriarcat en 68. Nous sommes pour beaucoup les féministes les purs produits de 68. L'époque, la belle époque où on a commencé à oser la liberté, la libération d'un vieux monde. Je pense d'ailleurs que tout ce que vous entendez sur l'innovation sociale, vous entendez beaucoup de choses, l'économie sociale et solidaire, sont nées à partir de 68. On a remis en question une civilisation d'une économie de concurrence qui nous tue, qui bouffe la planète, qui fait une telle discrimination dans la pauvreté. Si vous avez l'occasion, vous allez voir Human, qui est un long film de voilà, la mémoire, voyez-vous, la mémoire qui flanche, d'un homme, Artus Bertrand. C'est un très très beau film, des photos, des visages admirables, mais on entend des témoignages, et surtout des gens du tiers-monde, des témoignages effroyables. Alors ce que je reproche à ce film, soyez aussi attentifs, c'est que les témoignages vous crèvent le cœur, comme ce petit enfant mort sur la plage il y a 2 mois, comme l'assassinat des gens de Charlie il y a 1 an. Ça vous crève le cœur, on trouve ça épouvantable, on est dans l'affectif, mais dans ce film, vous verrez aussi qu'il n'y a aucun décryptage politique. C'est pas par hasard qu'aujourd'hui le tiers-monde est dans une pauvreté absolue, parce que tout le colonialisme a été leur piller leurs terres et leurs richesses. Donc c'est aussi cela qu'il faut décrypter. Mais effectivement, Yann Arthus Bertrand n'est pas rentré dans le fait politique et économique qui fait qu'il y a une extrême pauvreté, un nombre incalculable de gens, des millions qui sont d'une pauvreté absolue, et une petite minorité qui est d'une richesse absolue. Il ne rentre pas dans le politique, mais quand on sait que c'est Madame Bettencourt qui a financé son film, il va faire d'autres films d'ailleurs. Il a pris 2250 heures de rush. Donc il va faire encore des films, mais qui sont sur l'ordinateur. Mais allez voir Human, mais je crois qu'il va passer à la télé très bientôt. Alors rappelez-vous que les causes affectives, oui, heureusement qu'on reste dans l'affective, et qu'on s'émeut encore et qu'on pleure encore de conditions effroyables, mais rappelez-vous que tout a une cause politique. Quand vous achetez votre pain chez la boulangère, vous faites un geste politique. Et ça, c'est très, très important. Apprenez collectivement, au besoin, avec des aides, de décrypter politiquement cette image, voyez-vous, à une idéologie politique. On veut foutre les vieux dans le loisir, c'est pas vrai. Les vieux sont encore bons à faire plein de choses, à aider aux besoins, parce que alors, les femmes aussi sont un peu dans la discrimination. Elles se sont envoyées les enfants, très bien, les petits-enfants, parce que dis non, maman, tu pourrais pas me garder, etc., etc.
Et très souvent, elles ont fini avec les petits-enfants, elles arrivent à 75 ans, elles se disent « Oh bah maintenant, ouf !» Mais non, elles ont les vieux parents, la vieille mère surtout, à soigner jusqu'à ce qu'elles meurent. Donc les femmes sont toujours dans les servantes au grand cœur, vous entendez encore ça, les femmes sont les servantes au grand cœur. Alors, la famille, doucement, très très doucement, vous gardez un œil froid. Il faut absolument que vous invitiez les garçons aussi et les hommes plus tard à penser la famille, à donner pour la famille, de manière à ce que vous, les filles, vous ne soyez pas toujours les servantes au grand cœur. De temps en temps, vous devenez méchantes. Apprenez à dire non. Voilà le message que je peux vous dire. Je ne vous donne pas les bons conseils. Vous n'auriez pas dû m'inviter. Vos profs vont avoir plus de mal après. Alors, qui cause? Qui demande? Qui lève le... Ah. Alors, tu fort et articule. Est-ce qu'on peut venir faire du bénévolat Est-ce qu'on peut venir faire du bénévolat? Ah bah, bien sûr. Moi, je suis en bénévole depuis 37 ans. Non, mais nous, par exemple, de Montagne. Mais alors vous pouvez monter, même mineurs, vous pouvez monter les associations. Non, mais venir chez les Baba Chez les Baba Yaga, nous, on est bénévoles puisqu'on est vieilles. Mais du bénévolat, oui. Si, je vais vous demander d'ailleurs, moi j'ai des demandes aussi pour vous. J'en parle tout de suite ou en fin de course? Nicolas? Maintenant, si tu veux. Maintenant. Alors, moi je vais vous demander des choses. Premièrement, j'aimerais que, avec vos moyens d'expression, texte, dessin, peinture, vos moyens d'expression, vous essayiez de faire des œuvres avec l'idée que vous avez de la vieillesse. Ça m'intéresserait. Et je vous offre les murs de la maison des Baba Yaga pour présenter vos œuvres. J'aimerais bien qu'on fasse une exposition sur qu'est-ce que les jeunes de moins de 20 ans ont dans la tête vis-à-vis de la vieillesse. À travers, je vous dis, vos moyens d'expression. Il y aura un vernissage, une exposition de vos œuvres, et en même temps de la parole. Pourquoi vous avez fait ça? Qu'est-ce que vous pensez des vieux? Alors on va choisir la semaine où vous pourrez venir exposer, peut-être vers le mois de décembre, comme ça vous aurez le temps un peu de vous retourner. Deuxième demande, les derniers jours, je vais vous donner les dates exactes, les derniers jours de novembre et peut-être le 1er décembre, on fait l'opération 20-20. J'ai des amis qui font ça à Brie-contre-Aubert, c'est-à-dire que vous allez, ceux qui savent dessiner, peindre, sculpter, vous avez à sculpter, c'est un petit peu plus difficile, mais vous allez faire des œuvres sur des supports de 20 cm sur 20 cm, qui seront vendus 20 €. Et il y a la moitié pour l'artiste et la moitié pour aider les Baba Yaga, c'est-à-dire que c'est un but social, en même temps ça vous fera un peu de sous. Alors vous pouvez, il y a des gens qui font 20 toiles, voyez-vous, et il nous faudrait 500 œuvres donc, dont on fera l'exposition. Les 4 derniers jours, il faut que je regarde les dates exactes, et vous participez avec des artistes de Montreuil, mais avec des artistes de Brie-contre-Aubert. Il y a 2-3 Baba Yaga qui sont dans le dessin et la peinture. Enfin, ça c'est la deuxième demande. La troisième demande, pendant la semaine des vieux, du 12 au 18 octobre, le mercredi 14 octobre, vous notez bien ce jour, à partir de 14 h, il y aura une conf de presse, on va essayer d'avoir des journalistes pour leur expliquer l'université populaire des Baba Yaga, et à partir de 16 h, 16 h 30, on va passer une collection de vêtements qui est faite par un professeur de l'école du Perret, et qui a la section stylisme, et les scénographes en même temps. Et il est en train de faire, parce que les vieilles, souvent, elles s'habillent tristes, classiques, c'est triste à pleurer. Moi, j'aimerais que les vieilles, finalement, elles mettent des choses quand même un peu plus gaies, un peu plus rigolotes. Donc, elle est en train de nous faire une collection de 18 à 20 modèles, mais nous avons besoin de mannequins. Et nous ne voulons pas avoir des mannequins, les femmes sur papier glacé qu'on voit, magnifiques, superbes, pesant 40 kg pour 1,70 m, vous voyez, c'est pas ça qu'on veut. On veut que les mannequins soient, comme on a dit, tout âge,
toute couleur, toute provenance, toute corpulence. C'est-à-dire que vous, les jeunes femmes, bien entendu, vous êtes plus des filles sur papier glacé parce que vous avez l'apanage de la jeunesse. Est-ce un privilège? Point d'interrogation, il faudra en discuter. Donc, est-ce que parmi vous, il y a des filles qui veulent bien présenter les modèles? Ça, c'est à partir de 16h30 un mercredi, peut-être êtes-vous libre. Et bien entendu, vous passerez. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça n'est fait qu'avec des tissus de récupération, c'est-à-dire que c'est en même temps une opération sociale et solidaire. Alors, s'il y en a qui veulent présenter, vous me le dites, parce qu'on inscrit, il nous faut environ 18 jeunes vieilles de toutes couleurs, toute corpulence, toute classe sociale et tout âge. On veut casser un peu l'image de ces femmes qui sont éternellement belles, auxquelles les jeunes hommes règnent. Il y en a un qui a dit « Ah oui, on veut bien d'une vieille à condition qu'elle soit jolie. » Ça m'a étonné. Ça m'est revenu aux oreilles, voyez-vous. Alors vous rêvez toujours d'une femme belle. Bon, il y en a beaucoup, mais même chez les jeunes femmes, il n'y a pas que des femmes belles. Alors si vous avez envie d'être ce mannequin provisoire pour une après-midi, et alors après, les vêtements seront vendus aux enchères pour quand même aider les gens qui fabriquent en même temps, en ce moment, ces modèles. Alors vous voyez, il y a 3 demandes. Il y a l'image de la vieillesse dans vos têtes, et il y a deuxièmement l'opération 2020, et troisièmement, être mannequin le 14 octobre. Voilà. Alors, maintenant, les questions. Mais les vêtements, ils seront comment? Chérie, lève-toi. Non, mais les vêtements, ils seront comment, en fait? Oh, des vêtements. C'est pas, ne rêvez pas des collections de grands couturiers. C'est une opération sociale et solidaire qu'on fait. Et c'est une opération pour montrer que les vieilles, ça peut s'habiller aussi différemment. Parce que j'en ai marre de les voir habillés en damar. Enfin, damar, le classique, c'est très bien, mais c'est un peu classique. Là aussi, nous avons l'âge d'être folles et d'impulser une autre idée du vêtement pour les vieilles, qui se croient obligées d'être devenues invisibles. Après. Oui. J'ai une question. Est-ce que vous pensez que depuis que vous existez entre guillemets, vous pensez que la condition de la femme a évolué par rapport à... Attends, est-ce que vous pensez après... Que la condition de la femme à présent est un peu meilleure que celle que vous avez connue? Alors, premièrement, on ne dit jamais la femme. Je ne sais pas ce que c'est, la femme. Vous en faites un symbole. Vous dites les femmes. Parce que là aussi, vous avez des femmes, toutes couleurs, tout âge, toutes conditions, toute vie professionnelle. Je vous en prie, ne dites jamais la femme. Et c'est quelque chose que j'entends partout. Et si vous voulez être des vrais féministes, vous dites toujours les femmes. Et là, vous avez affaire à un peuple, et le peuple qui est toujours un peu en seconde position, à part quelques cas extrêmes. Alors après, la femme... Est-ce que sa condition s'est améliorée? C'est très difficile ce que vous me demandez. On a eu un espèce d'élan créateur qui a été admirable après 69-70, après la loi Veil. Merci Madame Veil, vous ne la remercierez jamais assez pour que la loi sur l'avortement a passé. Soignez bien cette loi, parce qu'en ce moment les centres d'IVG ferment les uns derrière les autres. On dit parce qu'il n'y a pas de sous. Mais il n'y a pas de sous parce que dans les têtes, l'avortement, on entend encore des choses effroyables, n'est-ce pas? C'est un assassinat, machin, enfin, n'importe quoi. Je trouve en ce moment que les jeunes femmes ne sont pas attentives aux lois qu'on leur a gagnées, c'est-à-dire les très très grandes lois sur la contraception, sur l'avortement, sur à travail égal, salaire égal. Faites attention parce que les femmes, elles sont souvent embauchées dans des conditions lamentables, elles n'osent rien dire parce qu'elles sont toutes seules pour élever les gosses et les pensions alimentaires ne sont pas payées dans 60% des cas. Et qu'est-ce qu'il y a encore comme loi? Alors, les lois sur la retraite. Par exemple, voyez-vous, j'ai un petit-fils autiste, donc
Ma fille a élevé un enfant handicapé, elle a dû rester 20 ans chez elle sans pouvoir travailler. Enfin, elle faisait des traductions mais qui n'étaient quasiment pas payées. Donc, elle ne sait pas ce qu'elle va manger. Elle est forcée de travailler jusqu'à presque 70 ans parce qu'on a pu le mettre. Monsieur Brard, dans le temps, on leur a fait construire une très très belle maison dans le quartier des Bons Enfants, là en bas du square du parc des Guilans. Mais ça veut dire que les femmes, dans la vieillesse, pour différentes raisons, parce qu'elles ont commencé, elles ont toujours eu des boulots moches, pas payés, c'est elles qui se sont arrêtées pour les enfants, surtout ça, y compris leur mercredi, parce que les enfants, faut les sortir le mercredi, donc elles arrivent à l'âge de la retraite comme des pauvresses. Donc ça aussi, il va falloir absolument, cramponnez-vous les jeunes femmes à ce qu'on vous a gagné, et essayez de gagner des choses sur les violences faites aux femmes. Je ne sais pas si vous avez vu un petit film sur la 2, hier soir ou avant-hier soir, sur les violences faites aux femmes. Il était terrible, mais il était pas mal fait. Alors, oui. Oui, je vois les doigts qui se lèvent. Levez-vous parce que je vous vois. Vous articulez bien. C'était pour savoir comment vous avez vécu la Deuxième Guerre mondiale. J'entends rien. Plus fort. Comment vous avez vécu la Deuxième Guerre mondiale? Comment j'ai vécu la Deuxième Guerre mondiale? Ça, c'est une très bonne question. C'est la première fois qu'on me pose cette question-là. Bah, vous savez que, comme une guerre, les Allemands étaient dans les rues. On n'apprenait pas l'anglais parce que dans les écoles, d'un seul coup, on pouvait apprendre l'allemand, mais c'était politiquement incorrect. La langue aussi est très, très importante. Alors, on cherchait surtout à manger. On mangeait que du rutabaga. Je vois qu'on en vend encore des rutabagas, c'est assez bon, mais quand vous en mangez tous les jours à tous les repas, ça vous semble... Alors, beaucoup avaient faim, parce que là aussi, il y avait une question de fric. Si vous aviez du fric, vous pouviez acheter à manger au marché noir, mais c'était très cher. Si vous n'aviez pas de fric, ben, vous aviez faim ou vous mangiez n'importe quoi. On rentrait, il y avait très souvent le couvre-feu, s'il y avait eu un attentat ou quelque chose comme ça. Le couvre-feu était à 18h, donc j'aime mieux vous dire qu'on ne traînait pas dans les rues, parce qu'on était embarqués. Les Juifs, hélas, ont subi ce que vous connaissez, la Shoah. Ça a été effroyable. On n'a pas beaucoup su, on n'a peut-être pas cherché à savoir. Et depuis, moi j'essaye, en 1939, quand la guerre a commencé, je suis né en 27, j'avais 12 ans, et j'ai terminé, j'avais 17 ans, oui à peu près. En 45, 7, 8 et 7, j'avais 18 ans. Donc, la guerre à Paris a été on était quand même à l'abri, encore que ma mère, j'habitais Bagnolet, là, tout à côté à l'époque. Ma mère avait voulu déménager en 39 parce que les bombes, un petit pavillon, ça allait exploser. Donc on a été dans le 18e. Et je me souviens que Passage Cotin, un jour, il y a eu... le Passage Cotin, c'est un escalier, c'est à Montmartre. Et il y a eu une bombe qui est tombée, je ne sais pas pourquoi, juste en haut du Passage Cotin. J'ai vu le mur de la cave qui était épais comme ça, je l'ai vu bouger, voyez-vous. Donc la guerre, je vous dirais, pour une gamine très protégée par ses parents. J'ai eu des parents fascistes, mais qui étaient des très bons parents, ça existe aussi. Mon père lisait Maurras et Barès, ça vous dit rien. Mais alors il faut aussi reprendre depuis la guerre de 14. La guerre de 14, ça a été une guerre horrible, dégueulasse, une guerre de tranchées. La guerre est toujours dégueulasse de toute façon. Mais les jeunes hommes qui sont sortis vivants de la guerre de 14 ont gardé une espèce de... une haine, c'est trop dire, avec les Allemands. Parce qu'en plus, les Allemands, on leur avait pris tous leurs biens, détruit leurs usines, mais ils ont reconstruit des usines toutes neuves. Nous, on avait le vieux matériel. Donc, c'est des choses auxquelles la paix en 1919, ils n'ont pas réfléchi, en 1918. Alors, la guerre, effectivement, il y avait la résistance. Il y avait une minorité qui a su dire non, qui, effectivement, a trinqué beaucoup parce que les résistants, on les fusillait. Alors la guerre, c'est tout ça. Une guerre, c'est tout ça. Aujourd'hui, vous avez la guerre dans le Moyen-Orient,
Donc c'est les immigrés qui arrivent qui effectivement ne peuvent plus subir la guerre. C'est la misère pour tout le monde, c'est les morts, c'est les blessés, c'est les torturés, c'est tout ce qu'il ne faut pas voir. Alors je vous en prie, vous qui êtes jeunes et plein d'espérance, construisez un univers de paix. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire, moi, de mon témoignage. Mais j'étais une môme entre 12 ans et 17 ans. On n'a pas des souvenirs, surtout quand on est très protégé dans sa famille. J'ai une question à te poser. Donc, tu avais 18 ans en 1945. Est-ce que tu es devenue une féministe bien après? Et est-ce que quand tu avais 18 ans dans une société très traditionnelle, est-ce que déjà il y avait des choses féministes, des choses qui te choquaient, ou est-ce que même tu ne te posais pas la question? Eh bien écoute, je vais te décevoir, mais non. Parce que quand tu es avec des parents qui sont adorables, mes parents étaient rigoureux, cathos, donc tout ce monde-là, la morale, j'ai dû vous dire que la sexualité, on n'existait pas en dessous de la ceinture. Hein. Et jamais à table... Mon père, de temps en temps, lâchait une histoire un peu leste. On avait quand même déjà 18 et 20 ans avec mon frère. Et ma mère le fusillait du regard en disant « René, ma maison n'est pas un bordel ». Ça chauffait. Avec mon frère, on rigolait parce qu'effectivement, nous, on était quand même bien au courant. Mais les filles étaient gardées dans une ignorance du sexe, et probablement les garçons aussi. Il fallait garder sa virginité, se marier pas vierge, c'était l'horreur. C'était le déshonneur des familles. Qu'elles marient leur fille idiote, elles s'en foutaient. Mais si elles mariaient leur fille vierge, alors là, c'était l'honneur des familles. Alors, je vous en prie, alors d'un seul coup, quand 68 est arrivé, j'avais déjà 40 ans, 68, et que j'ai vu toute cette jeunesse qui commençait à respirer large, à ouvrir ses petites ailes. Surtout en 68, on avait un peu la contraception, avec tous les interdits qu'il y avait encore sur la contraception. Il faut voir, si vous retrouvez les journaux de l'époque, la contraception, 67, monsieur Levirt, la contraception, ça faisait grossir, ça vous donnait le cancer. Ça, quand je vois les cancers du sein aujourd'hui, les femmes qui ont pris la pilule pendant 40 ans, ça pose question, hein, quand même. C'est pas neutre. La question n'était pas neutre. Mais vous ne pouvez pas savoir les campagnes de propagande contre la contraception. Parce que ces salopes, bien entendu, ces salopes, si elles avaient la contraception, elles allaient commencer à courir. Bien sûr qu'elles couraient vite, même. Tant mieux. Mais vous ne pouvez pas savoir la vision de la société. La vision de la société était absolument répressive. Je ne suis pas sûr. D'ailleurs, vous avez un film qui passe au Méliès aujourd'hui qui s'appelle Vierge. C'est l'histoire d'une coutume qu'il y a encore en Albanie. Les femmes peuvent échapper au mariage si elles prêtent serment pour rester vierges toute leur vie, devant un tribunal d'hommes. C'est tout à fait extraordinaire, ce film. Alors le film, bon, j'en ai débattu après, il y a bien des choses à dire, mais il est quand même intéressant pour savoir qu'en 2015, aujourd'hui, il y a encore des mœurs comme ça. Pourquoi la virginité des filles? Je vous demande un peu. Pourquoi? Alors, ça, j'ai pas de réponse. Hein. Parce que la virginité, nous, on s'est payé la superstar. Enfin, nous, de tradition catholique, on s'est payé la superstar, la Vierge Marie. Pourquoi est-ce que la Vierge Marie, qui en même temps a eu un enfant, là, c'était vraiment... Ça, c'était le fin du fin, vous voyez. Alors, ça, on devrait avoir des débats là-dessus, parce que je vois quand même trop de jeunes filles aujourd'hui qui n'appartiennent pas aux traditions catholiques, qui sont torturées par le mariage forcé, par des traditions humiliantes, la visite pour savoir si elles sont vierges encore, ça, c'est moche, voyez-vous. C'est pas quelque chose qui grandit les femmes. Alors, à la réponse, est-ce que ça a évolué? Oui, mais soyez extrêmement prudente sur les lois qu'on a gagnées. Extrêmement prudente. Et respectez sur les salaires. Parce que les syndicalistes, qui sont pour la plupart des hommes, s'ils gueulent après le capitalisme, ils ont tout à fait raison. C'est curieux, ils sont extrêmement muets sur le patriarcat. Le patriarcat, c'est la tradition qui enferme les femmes comme les secondes. Les femmes sont un peu en dessous de l'homme. Alors, effectivement, ma réponse est une tradition, un récit biblique. Pour celles qui ouvrent de temps en temps une Bible, on dit que Ève
est né d'une côte d'Adam. Alors les traducteurs disent c'est pas d'une côte, c'est du côté d'Adam. Mais ça n'explique pas. Mais après, très longtemps après, j'ai su qu'il y avait 2 textes de la Genèse. Et il y en a un où il y avait Dieu a pris une motte de terre et les a partagés en 2, et les filles, et hommes et femmes. Il n'y a pas de hiérarchie là. Mais ce texte-là, toutes les institutions l'ont enterré, l'ont oublié. Il a fallu que j'ai affaire à des exégètes extrêmement féministes, parce que nous avons aussi ça, très important de relire les textes sacrés avec des yeux féministes. Et les moyens qu'on a aujourd'hui pour décrypter un texte, pour lui faire sortir ce qui n'avait pas sorti jusque-là. Il y a une idéologie du texte, méfiez-vous. Donc, si vous voulez, les traditions qui ont la Bible, Ancien Testament, les traditions juives et catholiques, ont gardé le texte où la femme est sortie de la côte d'Adam. Donc, la hiérarchie s'installe dans la tradition biblique. C'est Yahvé qui a dit. Donc, si Yahvé a dit... Alors, je vous en prie, vous lisez avec circonspection le moindre texte. Au besoin, vous vous faites aider parce qu'il y a... vous avez Delphine Orviller, par exemple, qui est une femme rabbin, ou Pauline Bebe, qui est une femme rabbin, que nous avons en France, et qui ont des lectures féministes des textes. Et vous avez probablement ça sur le Coran. Et nous avons cela, des femmes comme ça aussi, sur l'Évangile. Pour celles qui sont encore intéressées par la chose religieuse, en tant que le texte est aussi rentre dans le politique. Parce que selon qu'on lit un texte, ça aussi il faut apprendre à décrypter les textes. Et les textes sacrés de même. Alors il faut relire aussi toute la préhistoire, moi ça me passionne, parce que dans les défilés des hommes, on les voit petit à petit se lever, il n'y a que des hommes, il n'y a pas de femmes. Donc les femmes, alors, vous regardez le journal, c'est marrant, il y a que des... bien que la loi soit autant d'hommes que de femmes, la belle loi de Lille, ça faut y faire attention, dans toutes les assemblées élues, il doit y avoir autant d'hommes que de femmes. Alors chez les vieilles, on gagne parce que biologiquement, les hommes meurent et nous, on est en vie. Donc c'est aussi pour ça une période bénie pour les femmes, c'est honteux, pardon messieurs, hein, mais ça c'est vraiment pas de ma faute. Et je déplore que les vieilles femmes, souvent, elles s'acagnardent chez elles, elles veulent pas sortir. Hein, c'est dans la solitude. Alors moi je suis méchant, je leur dis c'est bien fait pour vous. Alors je m'enquière si elles marchent encore correctement, si elles peuvent descendre parce que vous avez encore des vieilles dans les HLM qui habitent le 5e, sans ascenseur. Dans les HLM il y a l'ascenseur maintenant. Mais si elles sortent, moi je suis sans pitié. Parce que par exemple, à chaque fois qu'elles pleurnichent, parce que j'en ai beaucoup au téléphone qui pleurnichent, alors je leur dis, vous savez lire? Alors, bah oui, ils me disent, je sais lire. Il y a 17 millions de gens il y a 17% de gens qui ne savent pas lire en France. Faut le savoir. Et pas que... Il y a des sous-chiens, hein, parce que vous savez que les Français de souche, c'est les sous-chiens et les sous-chiennes. Je vous l'apprends, je trouve ça extrêmement amusant. Je suis une sous-chienne. Donc, oui, je me dis, je leur dis, écoutez, vous demandez à 2-3 petits gamins qui ont 7 ans de leur apprendre à parler bien français, à le lire et à l'écrire. Hein, je ne les connais pas. Ben, je dis, oui, mais enfin, les petits gamins de 7 ans, au contraire, vous préparez les tartines et le chocolat, ça peut vous faire, vous serez plus dans la solitude avec les mots. Alors ça, à la semaine bleue, le vendredi 16, il y a justement toute une table ronde à la mairie sur la solitude des vieux. Moi, je suis assez méchante sur la solitude des vieux. Il y a quelqu'un qui veut poser une question. Est-ce que vous êtes croyante? Est-ce qu'elle est croyante? C'est très difficile à dire, tout ça. J'ai été élevée dans la tradition. Et effectivement, je n'aurais pas été... Je ne suis pas croyante. Moi, je suis laïcarde. Et j'appartiens à un pays qui a la belle loi laïque. Et ça, c'est très, très important. C'est pas grave. Je vais vous asseoir si vous voulez, il y a des chaises maintenant. Il y a des chaises maintenant. Vous serez moins fatigués. Est-ce que je suis croyante? C'est une question très difficile. Mais plus vous approchez de la mort, parce que c'est quand même une perspective que nous avons tous sans exception, et plus vous vous dites, si c'était vrai quand même, le rythme, le mythe de l'immortalité, ça serait bien, tous les gens que j'aime et qui m'aiment, ça serait tellement bien. Il m'arrive d'avoir ces mauvaises pensées,
Et puis, je vous dis, je suis laïcarde. La loi, vous savez, la loi laïque de 1905, il faudrait la remettre en question. Parce que je trouve qu'elle en prend des bons coups dedans, des bons coups dans la gueule, parce que je suis mal élevée, je suis grossière. Mais je pense que ça, avec... Est-ce que vous faites de l'instruction civique encore? Non, c'est fini ça? Bah, c'est bien dommage, mais en débat libre, ils ont des débats libres dans la semaine? Ils ont des débats libres? Non, mais ils en ont un peu, oui. Un petit peu. Il faudrait reprendre la loi de 1905 et faire des débats, c'est très important. Ça nous permet de vivre à peu près en bonne intelligence tous. Alors, votre question, c'est... J'y ai pas répondu. Si? Est-ce que tu es croyante? Est-ce que je suis croyante? Non. Non. Parce que si Dieu... Alors, c'est très difficile de vous répondre oui ou non. Parce que l'idée de Dieu a quand même pour beaucoup été une espérance. Mais l'idée de Dieu en même temps est une aliénation, puisqu'on tue. Les tueries au nom de Dieu, si vous ouvrez votre livre d'histoire en 1572, la nuit de la Saint-Barthélemy, parce que les protestants commençaient à exister et voulaient avoir des droits, on les a tués dans des conditions... La nuit de la Saint-Barthélemy, c'est la honte de la France. Alors, il y a eu l'édit de Nantes qui avait ouvert une permission aux protestants d'exister, qui étaient encore pas catholiques, mais qui étaient encore chrétiens. Et Louis XIV a commis la connerie de révoquer l'édit de Nantes. Ce qui fait que ça a vidé la France de toutes ses élites, parce que les protestants, souvent comme des minorités, deviennent des élites parce qu'ils sont entre eux, et ils sont partis. Berlin est construit sur les Parpaillots. Berlin a été construit par les protestants qui sont partis. Une partie des États-Unis, la Louisiane surtout, les Français sont partis parce qu'ils n'avaient pas le droit d'être protestants. Alors, il faut savoir que Dieu, ça peut être libérateur. Après, dans ma vie de jeune femme, j'étais mariée, j'ai connu les prêtres ouvriers, qui a été une véritable épopée, parce que ces hommes-là sont sortis de l'institution ecclésiale, ont été s'embaucher dans les usines, sont devenus délégués syndicaux. Et j'ai appris Marx. En même temps, d'un côté, j'avais l'Évangile, et de l'autre côté, le Capital. Et les deux faisaient assez bon ménage. Parce que l'Évangile c'est même pas que Jésus-Christ n'a rien écrit. Hein. Rappelez-vous aussi que les grands utopistes, les grands changeurs d'histoire, les utopistes sont des changeurs d'histoire, n'ont pas été dans l'écriture. Ils ont été dans le verbe, ils ont été dans la parole. Ils ont convaincu à travers la parole. Et Jésus-Christ était de cela. C'était un prophète. Abraham était de cela. Nous appartenons tous, que nous soyons musulmans, chrétiens, protestants, orthodoxes. Nous sommes dans les religions abrahamiques. Ibrahim, c'est pas autre chose qu'Abraham. Ça, il faut le savoir. Et qu'il est dommage qu'on ne sache pas se réunir tous pour reprendre les textes bibliques. Ça, c'est très important. Mais comme motif politique. Nous avons ça à la mairie. L'enseignement du fait religieux comme fait politique, ça, c'est passionnant. Et avoir le Capital d'un côté, où Marx explique que les gens sont exploités à travers l'appétit de quelques-uns, les gens sont exploités pour des salaires minables. C'est la tradition de l'esclavage, finalement, qui continue. Maintenant, il y a un petit salaire, mais Dieu, c'est petit. Jésus, lui, a plein les pauvres. Il a privilégié les pauvres. Ce que fait Yann Arthus Bertrand, il donne la parole aux pauvres. Mais dans l'Évangile, cette parole-là, si vous voulez, est politique, mais ce n'est pas explicitement politique. L'intérêt de Marx dans son Capital, c'est que lui, il a dit, ah oui, il y a des pauvres, il y a beaucoup de pauvres, il y a une discrimination dans la richesse des uns et la pauvreté des autres, il y a une mauvaise répartition des richesses, mais ça n'arrive pas par hasard. Il y a des aliénations, il y a des exploitations honteuses, mais c'est pas par hasard. Vous savez tous les uns et les autres que, issus d'une famille riche, vous aurez droit aux meilleures écoles, et la tradition républicaine de l'école laïque et du lycée laïque a repris cela. Vous savez de connaissances, d'expérience, qu'il y a des bons lycées, des mauvais lycées, et que, bien entendu, dans les banlieues pourries, c'est des mauvais lycées. Et on y envoie des jeunes instituts, ils sortent plus de l'école normale maintenant, mais des jeunes instituts qui n'ont pas d'expérience, parce que, mon Dieu, pour ces lycées-là, bah écoute, ça suffit. Hein.
les instituts les plus chevronnés, on les envoie dans les bonnes écoles. La tradition républicaine trahit l'idée de l'école laïque et gratuite. Parce que finalement, il y a aussi une tradition de classe, que vous le vouliez ou non. Mais rappelez-vous de cette phrase dans votre tête, tout est politique. Ça, et les textes religieux, quand vous les regardez avec un œil politique, parce qu'on tue beaucoup au nom du religieux. Il y avait Dieu à tous les pouvoirs. En ce moment, on se bouffe le nez, on se tue, on s'assassine, on aliène les femmes, on crée du pauvre, et tout ça, les religions supportent très très bien. Alors, suis-je croyante en vieillissant, je vous dis, on a quand même des interrogations sur la mort et les suites. La vie éternelle, ça me plairait bien de vous retrouver tous, par exemple, on rigolerait bien tous ensemble. Mais... Alors, je ne regrette pas l'éducation que j'ai eue, parce que l'institution m'a gavé, et à 20 ans, je m'étais dit, je vais lâcher ça, je me suis encore marié à l'église, et alors c'est là où vous voyez l'idéologie, il fallait croître et multiplier. Croître et multiplier, ça c'est des vieux textes. Alors aujourd'hui, moi je réponds, j'ai marié ma petite fille il y a 15 jours, c'est la première qui se marie, et cette espèce de gourde, elle a abandonné son nom. Les filles, vous n'abandonnez pas votre nom, la loi est votée, vous gardez votre nom. Évidemment, c'est le nom du père, vous me direz. Mais gardez votre nom, parce que si vous divorcez, une chance sur deux, oui je crois, une chance sur deux, si vous avez votre nom, moi à l'époque la loi n'était pas votée, donc j'ai pris le nom de mon mari. Mais j'ai dû payer à l'époque, quand j'ai divorcé, 35 francs, c'était pas beaucoup, mais je les regrette, pour récupérer mon nom sur le chéquier. On ne connaissait pas le chéquier et la signature commune. Ça n'existait pas. Je n'ai eu droit à un chéquier qu'en 1965. J'avais 40 ans. Vous vous rendez pas compte? Et quand j'ai demandé à ce titre, parce que j'avais un chéquier, j'ai demandé les allocations familiales que mon mari touchait pour les enfants, j'ai écrit aux allocations familiales en leur disant, j'ai maintenant un chéquier, tel numéro machin machin, et j'entends bien que vous versiez les allocations familiales sur mon chéquier. Cet argent est pour les enfants. Parce que dans ce temps-là, les enfants rentraient à l'école au mois d'octobre. Donc au mois de septembre, j'équipais les 4 gosses à peu près. Alors on était économe dans ce temps-là. Les affaires des grands passaient aux petits, ce qui fait que la dernière me disait, moi j'ai toujours les chaussures moches et les choses usées. J'ai trouvé que, évidemment, j'étais injuste, mais ça veut dire que les maris donnaient, enfin pour beaucoup, ils donnaient tant par mois. Et j'aime mieux vous dire que c'était juste d'abord parce qu'il n'y avait pas de gros salaire, mais en plus c'était aussi une mesure de répression. Ils tenaient les femmes parce qu'elles n'avaient pas d'indépendance économique. Les femmes, quand elles avaient des enfants, si on travaillait, on ne s'occupait pas des enfants, et si on restait à la maison, on ne gagnait pas d'argent. Ça s'appelle en psychologie le double bind, la double culpabilité. Et donc je lui demandais de l'argent vers le 20 du mois. Alors je savais que ça allait être une discussion horrible, donc j'étais gentille. Et quand je vous dis que le mariage ou le couple est le plus grand putanat international, je sais exactement de quoi je vous parle. Alors les filles indépendantes économiques, ça c'est très important. 60% des pensions alimentaires ne sont pas payées. Alors, indépendante économique, ça c'est capital. Et défendez-vous. Alors maintenant, il y a moins d'enfants, heureusement. Un enfant, on peut encore travailler, il y a un peu de crèche maintenant, tout ça on a gagné. Mais rappelez-vous qu'en période de crise, je vois une main qui se lève, c'est le social et la culture qui prend. Restez les filles cultivées, c'est très important. Les filles, vous vous préparez à des métiers de culture, restez les gens cultivés. Parce que ça vous fait de l'ouverture. Pas toujours, mais ça vous fait quand même de l'ouverture. Il y a une main qui se lève là-bas. J'ai vu 5 doigts. J'ai pas vu qui. Oui. J'aimerais bien savoir quelle vision vous avez de notre génération aujourd'hui par rapport à la jeunesse que vous avez vécue. Je pense que vous êtes un peu mangé par le numérique. Je vois, moi, je rentre le soir toujours un peu exténué, j'ai quand même 88 ans. Je me précipite, ça devient une addiction sur mon ordinateur. Et j'ai au moins 40 messages tous les jours. D'ailleurs, il y a plein de gens qui me demandent d'appartenir à leur Facebook. Je leur réponds non, parce que ça va être l'horreur.
Moi, je vais avoir 200 personnes qui vont vouloir appartenir à mon réseau. Non, non, je peux plus. Alors, je dis toujours non, je suis désolée. Je pense que faites attention. Le téléphone portable vous mange. Le temps que vous pourriez mettre à lire, c'est très important de lire encore du papier. Parce que maintenant, je suis abonné à Mediapart, voyez-vous, qui est intéressant. C'est un journal électronique. Donc le soir, j'ai un journal là, qui est quand même intéressant et qui me donne des visions intéressantes. Mais mon vieux journal papier, il y avait l'odeur, il y avait le crissement du papier, il y avait des signatures que j'aimais bien. Et je trouve que tout ça, ça a disparu. Ça disparaît. Aujourd'hui, d'ailleurs, ça devient un vrai problème pour les vieux qui n'ont pas de matériel électronique, qui ne savent pas s'en servir, ils n'ont plus l'information. J'étais hier à préparer la semaine bleue dans le quartier Jules Verne, Édouard Branly. Là, il y a une maison de quartier et on était une dizaine des très vieux copains militants, pour justement parler de ce conseil des aînés que nous allons avoir. Il y a candidature. On demande aux vieux de candidater pour appartenir à ce conseil des aînés. Et ça sera tiré au sort. Et autant de femmes que d'hommes. Ça, j'aime mieux vous dire que les femmes, on a gueulé. Alors ça, exigez aussi autant de femmes que d'hommes. Ça, soyez durs là-dessus. Intraitable. Vous avez la loi. Alors, toutes les lois qu'on a gagnées, soyez intraitables. Vous avez la loi, faites-la vivre. La loi, c'est quand même la garantie de la démocratie, qu'on le veuille ou non. Et ne vous contentez pas du bulletin de vote. Oui. Par exemple, à l'Assemblée nationale, ils ont fait une loi pour... Soyez gentils. À l'Assemblée nationale, ils ont fait une loi pour qu'il y ait autant de femmes que d'hommes. Vous ne pensez pas que certaines femmes sont là juste pour remplir le quota? À l'Assemblée nationale, après Ils ont fait autant de femmes que d'hommes. Est-ce qu'il n'y a pas un peu du remplissage? C'est ça, hein? Est-ce que c'est pas un peu formel, quoi? Vous avez raison, c'est un peu formel. Et il y a beaucoup de femmes qui s'embauchent en politique sans se douter de ce qui les attend. Alors ça aussi, ça fait partie des demandes qui devraient être des demandes des féministes. Par exemple, les vieux dans le conseil des aînés, on va demander une formation civique. Parce qu'on sait ce que c'est que la ville et le conseil municipal, on sait ce que c'est que le conseil départemental, on sait ce que c'est que le conseil régional, mais maintenant, la région, on va voter pour la région au mois de décembre. Maintenant, le Grand Est, on ne sait pas ce que c'est. Qu'est-ce qui finance? On ne s'occupe jamais de ça. Faire vivre une démocratie, c'est aussi mettre le bulletin, encore qu'il y a des bulletins blancs, des votes blancs et des gens qui ne votent pas. Moi, je vote par respect historique. C'est extrêmement difficile de voter aujourd'hui parce que, vu la, comment je vous dirais, la platitude politique, c'est extrêmement difficile de choisir son candidat. Mais je me rappelle qu'il a fallu attendre le vote censitaire, ça a été à la première constituante en 1793. Et après, pour le vote des hommes, ça a été en 1848. Les historiens ici vont me manger. Vous réparerez mes erreurs possibles, probables. Et les femmes, nous n'avons eu le droit de vote qu'en 1945. Nous avons été un des derniers pays d'Europe, les premiers étant l'Angleterre en 1919, la Turquie, parce qu'ils ont eu un Kemal Atatürk qui a été un génie, qui a donné le droit de vote aux femmes turques en 1922. Alors, attention, on a le droit de vote, mais il faut s'en servir. Le nombre de votes qui disent « Ah, politique, ça ne m'intéresse pas », je vous en prie, intéressez-vous à la politique. Et rappelez-vous que tout ce qui touche le corps, qui jusque-là était dans le privé, ça a été la grande trouvaille du féminisme, c'est que, vu les aliénations du corps que nous subissions, tant dans la sexualité que dans après les avortements, on allait en prison si on avortait. Il y en a une qui a été guillotinée en 1943 parce qu'elle a aidé à avorter à Cherbourg. Ça, c'est des films. Il y a un petit film qui est sorti qui s'appelle Bismarck est foutu. Ça, il faudrait le passer. C'est un petit film court sur cette femme de Cherbourg qui a été guillotinée parce qu'elle avait aidé à avorter. C'est ce que je dis. Qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Aidez-moi, au secours.
Bon, ben, je me rappelle plus. La question a été posée. Qui m'a posé la dernière question? C'est vous. Sur la parité. C'était sur la parité, oui. Alors, on a bien milité. On a obtenu en juillet 2000 la loi sur la parité. Il y aura autant d'hommes que de femmes dans toutes les assemblées élues. C'est-à-dire l'Assemblée nationale, le Sénat, le Conseil constitutionnel, si important, et le Conseil économique et social. Les 4 grandes assemblées qui sont les instances de décision et d'application de la loi doivent avoir autant d'hommes que de femmes. Le Conseil constitutionnel, je crois qu'elles sont 2 sur 30 ou quelque chose comme ça. L'Assemblée nationale, ça va un petit peu mieux, mais je crois qu'elles sont 65 sur 577 députés. Le Sénat, c'est un peu mieux parce que, comme ils sont vieux, ils meurent, donc il y a des remplacements, et là, évidemment, c'est un petit peu moins mal. Mais le Conseil économique et social, je ne sais pas. Mais alors tout ça, voyez-vous, moi je demande à refaire de l'instruction civique. Parce qu'il y a plein de choses que je ne sais pas et que j'aimerais savoir. Une loi, on voit quand c'est discuté à l'Assemblée nationale et après au Sénat, etc. Ça, on voit, on sait encore. Mais une loi, elle est travaillée pendant au moins 4 ans ou 5 ans avant d'être présentée à l'Assemblée nationale. Donc les 4 ans ou 5 ans, je ne sais pas ce qui se passe. Alors je sais qu'il y a des commissions, d'experts qui donnent leur avis, etc., etc. Mais il y a un cheminement, il doit y avoir des traquenards, des pots de banane, des luttes politiques, tout ça on ne sait pas. Et ça j'aimerais savoir. Qu'est-ce que vous pensez de la vieillesse politique? De la vieillesse politique? Parce que comme je disais dans le Sénat, c'est des personnes qui sont très vieilles par rapport à ce qu'on peut avoir dans nos générations et qui ont vécu à un moment, moi mon maire dans ma ville, ça fait 50 ans qu'il est maire de Créteil. Alors je pense que c'est très difficile à vous répondre parce que vous avez des vieux comme Stéphane Hessel ou comme aujourd'hui Edgar Morin. Lisez Edgar Morin, sont des gens qui ont 94 ans et qui sont lumineux. C'est très difficile. Je pense quand même que la vieillesse politicienne devrait avoir aussi un moment d'arrêt. Mais je pense que jusqu'à 70 ans, les gens sont encore en bon état. Mais il y a tout un système politique qui fait que ça engendre un langage politique, des pratiques politiques. Je pense qu'en face, le peuple ne s'occupe pas des affaires politiques. En ce moment, nous entendons parler de la démocratie participative. Vous vous rappelez de ça? Donc participatif, ça signifie qu'on propose au peuple de participer à l'élaboration et au maintien de la démocratie. Vous êtes bien d'accord? Et quand vous voyez une image comme ça, alors que c'est l'envers de ce qu'on veut faire dans la vieillesse, des images comme ça, vous croyez qu'on nous a demandé, parce qu'on a un comité de pilotage du Conseil des aînés, vous croyez qu'on nous a demandé le choix de l'image? On était furieux.